Alors, quand on parle d'atteinte cutéanomiqueuse, on pense à des atteintes de type prurigineuse, une atteinte urticarienne avec un rash important, un flush. On peut également avoir dans les atteintes cardiovasculaires une hypotension, une tachycardie ou une bradycardie. On peut aller même jusqu'au collapsus. Dans les atteintes digestives, on peut avoir des symptômes tels que des nausées, des vomissements ou encore des douleurs abdominales. Et au niveau des atteintes des voies aériennes supérieures et inférieures, on peut avoir une atteinte au niveau de la sphère oropharyngée par un gonflement, par exemple, des lèvres, un gonflement de la langue ou de la luette. Et on peut avoir également un stridor, des éternuements, une rhinorrhée, une petite toux sèche ou alors être polypnéique ou bradypnéique. Alors l'incidence en Europe de l'anaphylaxie concerne 1,5 à 7,9 patients pour 100 000 habitants par an. Sa prévalence, quant à elle, est de 0,05 à 2%, mais malheureusement, elle est souvent sous-évaluée. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est sous-évaluée? C'est parce que souvent, on ne traite pas les patients souffrant d'anaphylaxie par des traitements d'anaphylaxie, donc ils ne rentrent pas dans le pool pour faire l'évaluation par année. Alors, le taux de décès par anaphylaxie n'a pas été recensé en Belgique, donc c'est difficile à dire, mais il y a une étude anglo-saxonne qui montre qu'il est plus ou moins de 0,047 patients pour 100 000 personnes par an. Alors, souvent, la mortalité, elle est secondaire dans 86% des cas. Elle est secondaire soit à une détresse respiratoire, soit à une détresse cardiovasculaire. Donc, quand elle est secondaire à une détresse respiratoire, l'allergène souvent est d'origine alimentaire et on retrouve plutôt ce type de choc donc anaphylactique chez les enfants, tandis que quand la détresse est plutôt d'origine cardiovasculaire, donc avec un choc, à ce moment-là, elle est plutôt d'origine médicamenteuse ou secondaire à une piqûre d'insecte avec du venin. Et à ce moment-là, c'est plutôt chez les adultes. On rencontre ça plus souvent chez les adultes. Malheureusement, dans 20% des cas, aucun allergène n'est mis en évidence. Il est à noter l'importance de l'anamnèse quand on est confronté à un patient qui fait un choc anaphylactique pour savoir exactement ce qu'il faisait au moment où il a fait son choc. Est-ce qu'il faisait par exemple du sport? Est-ce qu'il a eu l'introduction d'un nouveau médicament? Est-ce qu'il mangeait quelque chose de spécifique? Ça va permettre de déterminer toute la suite de la prise en charge. Alors, pour parler un peu de ce qu'est l'anaphylaxie, il faut parler de la physiopathologie. Donc, la physiopathologie de l'anaphylaxie, c'est un ensemble de mécanismes qui sont complexes et pas encore complètement découverts. Elle est souvent décrite comme une réaction d'hypersensibilité liée aux IgE qui aboutit à la libération de plusieurs médiateurs qui vont donner plusieurs effets. Alors, ils vont donner une contraction du muscle lisse du tract digestif, d'où les symptômes digestifs dont j'ai parlé plus haut. Ils peuvent donner des bronchoconstrictions, une hypersécrétion de mucus, une vasodilatation avec une augmentation de la perméabilité capillaire et donc une hypotension. Elle peut également avoir une atteinte au niveau du myocarde, soit directe, soit indirecte, notamment par le nombre de mastocytes présents au niveau du tissu myocardique. Alors ici, je vous ai fait un schéma pour vous expliquer un petit peu comment se passait l'anaphylaxie. Donc, vous avez des allergènes qui vont permettre aux lymphocytes B de sécréter des IgE. Ces IgE vont venir se mettre sur les mastocytes tissulaires ou les basophiles. Alors, on parle souvent d'un premier contact où ces IgE sont formés. C'est ce qu'on appelle la phase silencieuse de l'anaphylaxie, parce qu'à ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose. Puis, lors d'un deuxième contact, plus ou moins à distance, quand le patient rentre donc, en contact avec un allergène, cet allergène va se lier aux IgE présents sur les mastocytes. Il va engendrer l'activation des mastocytes et leur dégranulation. Alors, de cette dégranulation, il va libérer plusieurs médiateurs, notamment l'histamine, qui est un des plus connus, mais également la tryptase, les prostaglandines et plusieurs autres médiateurs. C'est ce qui va engendrer la réaction anaphylactique. Alors, comment diagnostiquer un choc anaphylactique? Alors, avant tout, l'anaphylaxie, c'est un diagnostic clinique. Elle repose sur une installation, comme je vous ai dit, brutale de symptômes, incluant plusieurs organes, et elle peut apparaître quelques minutes à quelques heures suite à l'exposition à un allergène. Alors, les critères cliniques d'anaphylaxie, comme les symptômes dont je vous ai parlé, sont résumés et sont définis par les critères de Sampson. Je vais vous en parler juste après. Alors, il existe aucun facteur prédictif de la sévérité d'un choc anaphylactique. Toutefois, on a remarqué qu'au plus tôt les symptômes apparaissent et au plus sévère la réaction est.
Donc ceci, ce sont les critères de Sampson. Donc l'anaphylaxie est probable lorsque une de ces trois situations apparaît. Alors soit il y a une installation plus ou moins brutale d'une réaction cutanéo-muqueuse, donc comme je vous ai dit, un prurite, un flush ou alors un rash cutané, des choses comme ça, avec au moins un des éléments suivants, donc soit une détresse respiratoire, soit une hypotension artérielle ou des signes de mauvaise perfusion d'organes. Soit on décrit le choc anaphylactique avec au moins deux des éléments suivants, soit une atteinte cutanéo-muqueuse, soit une détresse respiratoire, ou encore une hypotension artérielle, ou alors des signes gastro-intestinaux. Bien évidemment, quand les atteintes restent cutanéo-muqueuses ou d'origine gastro-intestinale, on parle plus d'anaphylaxie, tandis que si on parle d'atteinte respiratoire ou d'hypotension, là nous parlons plus de choc anaphylactique, ce qui nous intéresse plus dans ce cas-ci. Alors, soit le patient rentre directement dans un contexte d'hypotension artérielle. Alors, qu'est-ce qu'une hypotension artérielle? Donc, pour un enfant de 1 mois à 1 an, c'est une pression artérielle systolique inférieure à 70. Pour un enfant de 1 an à 10 ans, c'est une pression artérielle systolique qui est inférieure à 70 plus 2 fois l'âge. Et pour tout enfant de plus de 11 ans, on considère que c'est une pression artérielle systolique inférieure à 9 de tension, ou alors chez un adulte, l'abaissement de 30% de sa valeur habituelle. Donc, l'anaphylaxie peut évoluer progressivement ou alors elle peut évoluer de manière biphasique. Alors, l'évolution biphasique, c'est quelque chose de très important dont il faut rester vigilant. Elle peut apparaître chez entre 0,4 à 23% des patients qui présentent ce genre de symptômes. Alors, c'est quoi l'évolution biphasique? Donc, c'est une réaction qui se fait à distance d'une première réaction, généralement entre 4 à 12 heures avec un maximum de 72 heures. Et il faut faire très attention parce que souvent, cette réaction biphasique est plus sévère que la première. Donc, il faut être vigilant. Alors, les diagnostics peuvent également être biologiques. Pardon. On peut avoir des diagnostics sur des tests cutanés, les prick tests que vous avez peut-être déjà vus, où on fait plein de tests dans le dos et on regarde s'il y a des réactions. Ou alors, le plus commun, c'est de doser les médiateurs qui sont induits par la dégranulation des mastocytes. Le dosage le plus fréquent, mais de nouveau, ça ne doit pas être fait en urgence et ça ne doit certainement pas retarder le traitement du choc anaphylactique, c'est le dosage de la tryptase. Donc la tryptase, c'est un des médiateurs qui est libéré lors de la dégranulation des mastocytes. Il faut faire un premier prélèvement sanguin environ 30 minutes après le début du choc anaphylactique, jusqu'à 2 voire 4 heures maximum après. Alors pourquoi 30 minutes après le début du choc et pas entre les deux? Eh bien, on a constaté qu'il y avait beaucoup de faux positifs quand on faisait un dosage de 0 à 30 minutes. Et alors c'est un dosage qu'il faut répéter normalement 24 heures après pour voir si les taux de tryptase sont augmentés et comment ils évoluent. Alors, dans les diagnostics différentiels de l'anaphylaxie, eh bien, principalement, il y a l'exacerbation d'un asthme. Alors, souvent, l'exacerbation d'un asthme, on a la détresse respiratoire, mais nous n'avons pas, en général, les réactions de type urticarienne. Nous n'avons pas non plus tout ce qui est prurite, ou alors, on a rarement un angiodème et des symptômes digestifs. Il y a aussi les crises de panique, mais bon, là, en général, il y a un contexte qui nous fait plus évoquer ça. On peut aussi, alors ça c'est très important, avoir un angioëdème bradykénique. Donc un angioëdème bradykénique, c'est des œdèmes froids qui peuvent être à des localisations différentes, mais notamment au niveau de la sphère oropharyngée. C'est des œdèmes qui ne répondent pas, en général, au traitement de l'anaphylaxie, mais par contre, ils répondent au traitement par l'hexacyle. Alors, c'est important de savoir faire la distinction parce que c'est quand même, les angioëdèmes bradykéniques ont quand même une répercussion aussi sur le pronostic vital et il faut les prendre en charge assez rapidement. Ils peuvent être soit secondaires à l'ingestion d'un médicament comme un IEC, soit ils peuvent être dus à un manque de sécrétion d'un inhibiteur de C1. Et puis alors, il y a bien évidemment les syncopes vagales, les inhalations d'un corps étranger et un empoisonnement, mais de nouveau, l'histoire nous fait pencher et les symptômes vers ces deux autres points. Alors le traitement de l'anaphylaxie, je vais d'abord parler du traitement des adultes, même si celui des enfants est assez similaire. Donc la pierre angulaire du traitement de l'anaphylaxie, c'est l'adrénaline. Alors l'adrénaline, elle permet de bloquer la cascade des médiateurs liés à l'anaphylaxie. C'est une réponse qui est souvent très efficace en 1 voire 2 injections. Alors comment est-ce qu'elle agit? Eh bien, elle a un effet alpha-adrénergique agoniste et qui cet effet est vasoconstricteur. Il va permettre de diminuer l'œdème que donnent les facteurs de médiation. Il va également permettre d'augmenter la résistance vasculaire périphérique et donc d'augmenter la pression artérielle.
Elle a également un effet bêta-1 adrénergique agoniste qui est chronotrope ionotrope positif. Ça veut dire qu'elle va augmenter la fréquence cardiaque du patient et la contractilité du myocarde. Et elle a un effet bêta-2 adrénergique qui, lui, a un effet bronchodilatateur. Donc ça contrecarre quand même pas mal des effets liés au médiateur. Alors il y a différentes possibilités pour injecter, enfin pour donner l'adrénaline. La plus répandue est l'adrénaline par voie intramusculaire. Donc l'adrénaline par voie intramusculaire est un traitement qui est rapide, qui est efficace également souvent après 1 ou 2 injections. Alors souvent le site préférentiel pour injecter cette adrénaline intramusculaire est le côté latéro-externe de la cuisse au niveau du tiers moyen. Elle peut être répétée environ toutes les 5 à 10 minutes et sa posologie est de 0,01 mg/kg jusqu'à maximum 0,5 mg/kg. Donc on peut répéter toutes les 5 à 10 minutes. Ensuite, il y a l'adrénaline IV directe, c'est-à-dire qu'on titre des petites quantités d'adrénaline. Ici, le dosage que j'ai souvent revu, c'était 50 microgrammes toutes les 1 à 2 minutes. Alors, c'est une technique qui doit être faite par une équipe médicale entraînée sous monitoring continu. Donc, il faut surveiller la tension, la saturation et la fréquence cardiaque. Pourquoi ? Parce qu'elle a une fenêtre thérapeutique très étroite et sa réponse individuelle est très, très imprévisible. Et de plus, elle peut donner des effets secondaires qui sont quand même assez conséquents. Elle peut donner des arythmies de type tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire, des hémorragies intracrâniennes, des poussées hypertensives et des OAP sur ces poussées. Elle peut également donner des syndromes coronariens aigus, donc ce n'est quand même pas négligeable. Alors on peut aussi faire un relais d'adrénaline à la pompe. Donc quand on voit que les injections de morphine, d'adrénaline intramusculaire ne sont plus suffisantes ou sont inefficaces, pour essayer d'avoir une meilleure pression artérielle, on peut également faire donc, des pompes de morphine à raison d'adrénaline à 0,05 à 0,1 microgrammes par kilo par minute pour essayer d'avoir une pression artérielle constante moyenne supérieure à 6. Alors, on peut mettre également de l'adrénaline en aérosol. Ça, c'est souvent quand il y a plutôt une atteinte des voies respiratoires supérieures. Alors, sa posologie, elle, est de 0,1 mg/kg avec un maximum de 5 mg toutes les 20 minutes. Donc, quand on parle d'atteinte des voies respiratoires supérieures, c'est un œdème, par exemple, localisé, ou ça peut bien agir à ce niveau-là. Alors, à part l'adrénaline, il y a d'autres médicaments ou d'autres traitements qu'on peut faire. Dans un premier temps, c'est l'éviction de l'allergène supposé. Donc, supposons qu'un patient a une perfusion d'antibiotiques qui coule ou alors qu'il a une injection d'iode ou qu'il a des gants en latex. Eh bien, s'il fait une réaction allergique, il faut lui enlever ses gants en latex. Il faut arrêter la perfusion d'iode ou d'antibiotiques. Alors, il faut libérer les voies aériennes supérieures et mettre de l'oxygénothérapie s'il y a une détresse respiratoire. Il faut savoir que si le patient nécessite une intubation, parfois la tuméfaction au niveau de la sphère oropharyngée est telle qu'il est nécessaire parfois de faire une trachéotomie. Alors, si le patient montre des signes de choc hypovolémique, on peut faire un remplissage par cristalloïde à raison de 20 ml par kilo qu'on peut renouveler en fonction de la clinique. On peut également mettre des bêta-2 mimétiques d'action rapide tels que le Ventolin qui va permettre de soulever un éventuel bronchospasme. Les positions aussi adéquates du patient est nécessaire. Donc, par exemple, si un patient est en hypotension, on va le mettre en position de Trendelenburg et on va éviter de le redresser au risque d'avoir un désamorçage de la pompe cardiaque. Si, par exemple, le patient est en détresse respiratoire, on aura plutôt tendance à le laisser en position semi-assise le plus confortable possible. Chez un patient qui a des troubles de la conscience, en attendant qu'une équipe médicale vienne protéger les voies aériennes, on peut le mettre en position latérale de sécurité. Et chez toute femme enceinte de plus de 24 semaines, il faut la mettre en décubitus latérale gauche. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, on peut également donner comme traitement, mais ils ne font pas partie de l'urgence, les corticoïdes. Alors, les corticoïdes peuvent être indiqués notamment pour une prévention de la réaction biphasique, vu qu'ils auront un maximum d'effet à 6 heures après leur injection ou la prise per os. Alors, leur efficacité n'a jamais été prouvée, mais force est de constater qu'on en donne quand même très souvent dans ces cas-là. La posologie, elle, est de 1 à 2 mg/kg. On peut également donner des antihistaminiques de type Xyzal chez un patient qui a des réactions plutôt cutanéo-muqueuses, comme par exemple un prurite ou un rash cutané. On doit surveiller ce patient sous scope, sous monitoring continu et également faire un électrocardiogramme. Alors chez l'enfant, c'est quasiment la même chose, sauf que les posologies changent parfois un petit peu. Donc pierre angulaire, comme d'habitude, c'est l'adrénaline. On la donne en première intention de manière intramusculaire à raison de 0,01 mg/kg comme chez l'adulte avec un maximum de 0,5.
L'adrénaline en IV direct, elle, est dosée à 1 microgramme par kilo. L'adrénaline à la pompe, elle, on la donne comme chez l'adulte à raison de 0,1 microgramme kilo minute. Et on peut donner également des aérosols d'adrénaline à raison de 0,1 millilitre par kilo avec un petit peu d'NaCl pour l'aérosol. Éviction de l'allergène supposé, bien évidemment. Comme chez l'adulte, libérer les voies aériennes supérieures et mettre de l'oxygène si c'est nécessaire. Faire une expansion volumique également de 20 ml par kilo. On peut lui mettre des aérosols de Ventolin à raison de 0,03 ml kilo avec un petit peu de sérum physiologique. Le Solu-Medrol, c'est aussi 1 à 2 mg kilo. Les antihistaminiques, eux, donc de nouveau, les Solu-Medrol et les antihistaminiques, ce ne sont pas des traitements d'urgence, mais ils peuvent être donnés. Donc, on peut mettre 2 gouttes par kilo à raison de 3 fois par jour. Et on doit également veiller à surveiller l'enfant sous scope. Alors, ceci, c'est un tableau de la Société française de médecine d'urgence que j'ai pris. C'est un tableau qui est très bien fait, qui explique exactement ce que je viens de vous dire. Donc, s'il y a une atteinte, donc un choc anaphylactique avec une atteinte cardiovasculaire ou respiratoire, en première intention, on met l'adrénaline en intramusculaire. S'il y a une composante de choc cardiovasculaire, on remplit le patient, on lui met de l'oxygène, on le place en position de Trendelenburg. Si par contre il est en détresse plutôt d'origine respiratoire, à ce moment-là, on lui mettra également d'oxygène, mais on le laissera en position semi-assise et on lui mettra des aérosols, soit d'adrénaline si les voies aériennes supérieures sont atteintes, ou plutôt de Ventolin si les voies aériennes basses sont atteintes. Alors, chez un patient en détresse respiratoire, on peut réessayer de faire des injections d'adrénaline intramusculaire, comme je vous ai dit, toutes les 5 à 10 minutes. Et si jamais nécessaire, on peut essayer pour tout ce qui est choc plutôt cardiovasculaire de mettre de l'adrénaline à la pompe. Quoi qu'il en soit, s'il y a une mauvaise évolution du patient, il ne faut pas hésiter à appeler ou à contacter les soins intensifs pour qu'il soit pris en charge dans un second temps. Pour tout ce qui est plutôt réaction cutanéo-muqueuse et gastro-intestinale, il faut surveiller le patient, traiter traiter les symptômes. Par exemple, si le patient est nauséeux, lui donner des antivomitifs. S'il a du prurite, lui donner un antihistaminique. Mais il n'y a pas nécessité d'emblée de mettre de l'adrénaline. Alors, dans certains cas particuliers, eh bien, si le patient fait un arrêt cardiaque sur son choc anaphylactique, eh bien, les recommandations en vigueur sont les recommandations de l'ALS, comme d'habitude. Si par contre, on a affaire à un choc anaphylactique réfractaire, on peut supposer plusieurs choses. Donc, on peut rajouter un médicament qui est la noradrénaline, qui est également une catécholamine au même titre que l'adrénaline, mais qui permet d'avoir une prise artérielle un peu plus constante. Et alors, il faut toujours se poser la question si le patient est ou non sous antihypertenseur, parce que tout antihypertenseur peut avoir des effets il peut contrecarrer les effets de l'adrénaline, et donc il faut souvent mettre des doses plus importantes d'adrénaline, voire parfois des antidotes, ce qui est le cas par exemple des bêta-bloquants. Donc les bêta-bloquants, ce sont des antagonistes de compétition des récepteurs bêta dont j'ai parlé tout à l'heure, et ils ont un effet plutôt chronotrope, ionotrope négatif. Et donc ils sont en compétition avec l'adrénaline, et parfois donc l'adrénaline est moins efficace. Et l'antidote du bêta-bloquant, c'est le glucagon. Le glucagon, lui, il a une action aussi chronotrope et ionotrope positive, et ça permet de contrecarrer, si vous voulez, l'effet des bêta-bloquants. Alors, la posologie du glucagon est de 1 à 2 mg en nivellant plus ou moins en 5 minutes, et on peut faire un relais à la pompe à raison de 5 à 15 microgrammes par kilo par minute. On peut également donner du bleu de méthylène. Alors, le bleu de méthylène paraît efficace au niveau de la vasoplégie, donc au niveau de l'hypotension du patient, et on peut à ce moment-là donner 1,5 mg kilo en nivellant. Alors, chez la femme enceinte, le traitement est quasiment identique que chez tout patient adulte, mais à la différence que quand elle est enceinte de plus de 24 semaines, son utérus risque de comprimer la veine cave inférieure, et donc comme conséquence aura comme un mauvais retour veineux et donc une hypotension maternelle avec un risque également d'hypotension fœtale. Et donc c'est important de laisser la patiente en décubitus latéral gauche, sauf si c'est une détresse respiratoire, à ce moment-là elle est en position semi-assise. Et alors je vais aussi vous parler du syndrome de Kunis qui peut être décrit dans 2 cas, d'où l'importance de faire un ECG lorsqu'on a un choc anaphylactique. Alors parfois les médicaments qu'on donne dans le traitement de l'anaphylaxie peuvent engendrer un spasme coronarien sur des coronaires saines et simuler un syndrome coronarien aigu. Il peut aussi avoir comme conséquence une rupture de plaque ou une occlusion d'une coronaire à ce moment-là malade, et alors donner un syndrome coronarien aigu.
Et là, il faudrait bien évidemment avoir un avis cardiologique et peut-être une coronarographie dans un second temps. Alors, le suivi d'un patient qui a fait un choc anaphylactique ou une anaphylaxie, c'est quand même assez important. Donc, pour tout patient chez qui on suspecte une anaphylaxie, il doit rester au minimum aux urgences pendant une durée de surveillance de 4 à 6 heures. Si un patient a fait un choc anaphylactique, donc on entend par là une détresse respiratoire ou une détresse cardiovasculaire, le patient doit rester au minimum 12 à 24 heures. Alors, ça implique de revoir quand même pendant les 2 premières heures le patient toutes les 30 minutes pour être sûr qu'il ne fasse pas rapidement ou qu'il n'aggrave pas ses symptômes ou qu'il y ait une bonne amélioration. Et alors, garder un patient 4 à 6 heures ou de 12 à 24 heures, c'est aussi s'assurer qu'il ne fasse pas une réaction biphasique, même si on sait que ça peut perdurer jusqu'à 72 heures. Alors, si le patient arrive à s'en sortir, il peut bien évidemment sortir des urgences. Et à ce moment-là, il doit avoir un rendez-vous chez un allergologue qui permettra à ce moment-là d'assurer le suivi. Il doit aussi avoir des consignes pour éviter l'allergène supposé. Et on doit lui expliquer, s'il n'en a pas fait, qu'il peut y avoir également une réaction biphasique et donc il doit faire attention à ça. Alors il doit partir également avec une prescription. Donc si le patient a juste des symptômes cutanéo-muqueux ou digestifs, eh bien, on peut par exemple donner pour les symptômes digestifs, s'il est encore nauséeux, des antivomitifs. Ou alors s'il a des symptômes cutanéo-muqueux, on peut donner des antihistaminiques. Et pour prévenir la réaction biphasique, il peut partir également avec des corticoïdes. En général, on donne un comprimé de 32 mg et un comprimé d'oxysal de 10 mg qu'on donne pendant 3 à 5 jours. Alors, si le patient a eu un bronchospasme, on peut donner une prescription pour des aérosols de Ventolin, également de bêta-2 mimétique. Et s'il a fait un choc anaphylactique, il doit partir avec une prescription d'épipène. Alors l'épipène, c'est quoi? C'est un stylo auto-injectable d'adrénaline. Donc c'est un médicament donc la posologie pour un patient qui pèse entre 7,5 à 25 kg est de 150 microgrammes. Et pour un patient qui pèse plus de 25 kg, elle est de 300 microgrammes. C'est très facile. Donc l'épipène, c'est ceci. C'est un stylo auto-injectable. Le patient enlève le bouchon bleu. Il met le stylo proche de sa cuisse, donc la face latéraux-externe au niveau du tiers moyen, et il s'injecte lui-même l'adrénaline. Donc c'est un système qui fonctionne bien et qui a prouvé vraiment son efficacité et qui est assez facile à faire et qui peut être fait non pas seulement par le patient dès qu'il ressent les symptômes, mais également par la famille si elle a été formée. Alors, je vais vous montrer encore une petite chose, c'est les photos pour se rendre compte de ce qu'est une réaction urticarienne. Donc là, on voit bien chez un enfant et chez un adulte, c'est vraiment des plaques bien définies qui peuvent migrer. Hein. Donc, il peut y en avoir à certains endroits, puis ça peut bouger. Et alors, pour tout ce qui est la sphère plutôt oropharyngée, donc on aura un œdème des lèvres, on peut avoir un œdème de la luette, et donc il faut faire attention. Alors, à savoir que les principaux allergènes dans l'anaphylaxie sont alimentaires, médicamenteux, ou des piqûres d'insectes. Alors, dans les allergènes alimentaires, on retrouve principalement les fruits, les fruits, les cacahuètes, les noisettes, le poisson, les protéines de lait ou encore les œufs. Dans les médicaments, les principaux incriminés sont souvent tout ce qui est pénicilline et ses dérivés et les AINS. Et pour tout ce qui est piqûres d'insectes, eh bien, c'est souvent les guêpes ou les abeilles.